Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur le podcast de Nakan. J'espère que tout le monde se porte bien pendant cette phase de confinement, puisqu'on va pas se mentir, nous en sommes tous au même point. On passera les petits coups de gueule qu'on pourrait faire et je pense qu'on en aura avec Greg dans le cours de cet épisode. En tout cas, on vous les réserve pour tout à l'heure, mais j'ai déjà vendu la mèche. Je ne suis pas tout seul, je suis comme à mon habitude accompagné par l'ami Greg. Salut Greg. Salut Hermano, comment vas-tu ? Eh ben écoute, en confinement, donc je reste chez moi, je fais mon home trainer sur ma terrasse, mais j'ai cette chance, il fait beau, je profite de la terrasse. Ouais, alors tu disais qu'on est tous à la même enseigne dans le confinement, c'est pas tout à fait vrai, hein. Moi je dois dire que je suis un ultra privilégié ici en Suisse, où on est alors dans une forme de confinement, mais beaucoup moins stricte que dans d'autres pays, et puis j'ai la chance de pouvoir continuer à sortir, faire mes séances de course à pied quasiment comme d'habitude. Ouais, au Luxembourg aussi, on est très fortement incité à rester chez nous et à ne sortir qu'en cas d'extrême nécessité ou quand on exerce une activité absolument nécessaire ou qu'on ne peut pas faire autrement. D'un autre côté, contrairement à la France, on n'est pas obligé de produire une attestation à chaque fois pour prouver en cas de contrôle. Il faut juste prouver que c'est un déplacement utile ou que l'on soit en train de courir. Et crois-le ou pas, eh bien chez nous, le vélo est autorisé, mais ça ne m'empêche pas de hurler à chaque fois après tous ces cyclistes qui continuent à sortir. Mais on en a déjà parlé, je renvoie nos auditeurs à l'épisode d'il y a 15 jours. Ouais, c'est ça. Donc chez nous aussi, le cyclisme n'est pas encore formellement interdit, mais c'est vrai que on en a déjà parlé. Exactement. En tout cas, dans les choses dont on a déjà parlé mais qu'on n'avait pas véritablement détaillées, aujourd'hui on a décidé qu'on allait parler un petit peu de la planification d'une saison. Bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire, toi, un petit peu, comment est-ce que tu vois ta planification de ta saison ? Sans parler de cette saison 2020 qui est juste exceptionnelle à tout titre. C'est ce que j'allais te dire, on va faire abstraction de cette situation un petit peu particulière, donc l'année 2020 qui d'une part a commencé pour moi par une fracture et donc une rééducation et donc un déficit d'entraînement et donc un petit peu revoir les ambitions de début de saison, etc. Puis ensuite toutes les mesures que l'on sait qui nous empêchent de pratiquer le sport comme on aimerait, mais si on prend une saison normale, donc que ce soit 2019 ou 2021, espérons-le en tout cas, c'est vrai que la question est venue par des lecteurs du site ou des auditeurs du podcast qui disaient c'est très bien, vous nous dites un petit peu comment il faut s'entraîner, comment il faut gérer son alimentation, etc. Mais ensuite, comment est-ce que là-dedans, une fois que j'ai assemblé les pièces de ce puzzle, comment est-ce que je peux mettre les pièces qui sont essentielles, c'est-à-dire planifier mes compétitions, et puis comment est-ce que vous, concrètement, vous le faites. Et je trouvais que c'était une discussion qui était assez intéressante. C'est vrai que maintenant, moi, ça fait une dizaine d'années que je planifie des saisons avec des triathlons, avec des épreuves de course à pied, que ce soit des semi-marathons ou des marathons. Et j'ai appris à la dure en faisant des erreurs, et j'ai appris aussi en ayant des saisons qui se sont mieux déroulées. Et donc on avait fait un enregistrement de podcast en automne passé quand j'avais enchaîné 2 Ironman, Half Ironman en une semaine. Ça, c'était aussi une première après presque 10 ans de triathlon. Finalement, ça aussi, c'est une expérience intéressante parce que j'ai pu voir comment je réagissais par rapport à ça. Et puis, petit à petit, on construit son expérience et puis on apprend à planifier ses saisons. Mais avant de parler de planification d'Ironman, de Half, combien de temps on met entre deux, comment est-ce qu'on gère sa fin de préparation pour un marathon juste avant la course, toi, comment est-ce que tu vois globalement, Hermano, la planification d'une saison de triathlon ou de course à pied ? Alors, je te l'ai dit un petit peu en off, je ne suis pas du tout certainement dans ce que tu attends d'une planification, mais un peu comme toi, j'ai appris de manière empirique. J'ai commencé le triathlon quand j'avais 16 ans. J'en ai fait pendant plusieurs années. Après, j'ai eu un gros blanc pendant une dizaine d'années. On en a déjà parlé dans les épisodes de présentation, un peu pourquoi. Bref, et je reprends là tout doucement. En termes de planification, malgré tout, ce que j'ai toujours essayé d'observer, c'est de ne pas avoir trop de charges. Et puis, c'est la règle des doubles. Mais ça, je pourrais peut-être l'expliquer après. Mais en gros, je m'arrange pour ne pas avoir trop de compétition à la suite. Donc, j'essaye de ne pas faire une compétition par semaine, par exemple, pour privilégier quand même l'entraînement et notamment quand on veut faire des compétitions assez longues comme le Half Ironman, le 3/4 ou l'Ironman, et mine de rien il faut placer des séances longues en vélo, et quand on n'est pas professionnel, soit on prend une journée de congé ou des journées de congé, soit on fait ça le week-end. Donc si on s'entraîne, si on a des compétitions toutes les semaines, ça va pas aider.
Voilà, donc déjà la première règle que j'observe, moi, c'est que j'essaye de pas trop en faire et de pas doubler. Contrairement à ce que tu avais fait toi, où tu as fait 2,73 à 7 jours d'intervalle. Et puis après, pendant plusieurs années, j'ai aussi eu une grande chance, c'est que je suis devenu très ami avec celui qui était mon entraîneur. Et finalement, ça aussi on en a déjà parlé, je lui remettais tout. C'est lui qui s'occupait de ma planification. Alors évidemment, en début de saison, on se disait tiens, j'aimerais bien faire cette course-ci, tiens, celle-ci est sympa. Lui me disait tiens, je pense que celle-là, elle rentrerait bien dans ton objectif, elle est bien placée, etc. On en débattait et on établissait un planning d'entraînement et de compétition. Donc ça, c'était quand même vachement plus agréable. C'est moins stressant de se dire qu'on laisse ça à un professionnel de l'activité. Et toi, est-ce que tu étais plutôt accompagné ou seul dans tes planifications depuis le début ? Alors là, on parle vraiment de la planification de la saison, donc quelles épreuves j'ai envie de réaliser dans l'année, et ça, j'ai jamais vraiment partagé ça avec mes coachs, en fait. C'est moi qui décide les compétitions sur lesquelles je veux m'aligner. Et puis ensuite, si j'ai décidé cette saison-là de prendre un coach, eh bien j'ai dit voilà, je dois être prêt pour cette course et à telle date. Et puis sur le chemin de ça, il va y avoir telle ou telle compétition qu'on peut ajouter ou pas en fonction de l'utilité, de l'intérêt, de l'espacement dans le temps. Mais non, les courses que j'appelle les courses A, donc les courses de première importance, celles sur lesquelles j'ai envie de réaliser les meilleures performances possibles, moi je les fixe dans mon calendrier. Alors bien évidemment, avec l'expérience acquise au fil du temps, j'essaye d'éviter de mettre trop de courses à lourde charge dans une saison, ou alors de les mettre trop proches les unes des autres, ou alors si je le fais, c'est en connaissance de cause, et puis voilà, en mettant peut-être une des deux courses A et l'autre B, mais enfin, c'est moi qui décide de ma saison, et puis ensuite, j'expose mon projet au coach, et puis là, alors, il peut évidemment me dire, attention, mettre 6 Alpha Ironman et 2 Ironman dans une saison, déjà, mes athlètes pros, je leur recommande pas forcément d'en faire autant, donc à toi qui en plus a un job à 100% à côté, ça va être compliqué. Mais... un job et un blog à faire tourner. Voilà, mais par contre, ça m'arrive plus de planifier des saisons comme ça. Oui, c'est vrai que je me suis peut-être mal exprimé, mais toi, tu traduis tout très bien. J'étais aussi plutôt dans cet échange, c'est-à-dire que je donnais 1 ou 2 objectifs à mon coach. Souvent, il me disait non, une saison, c'est un objectif et pas 2. Donc, tu choisis l'objectif que tu veux, mais tu peux pas en mettre 2. Après, il y a des sous-objectifs, comme tu l'as dit, mais il y a un gros objectif et qui découlera de tout ça, la planification, de l'entraînement et la pause après l'objectif, mais ça aussi, on en a déjà parlé. Et puis après, on essayait de greffer un petit peu soit les courses qui me faisaient envie, soit celles que lui estimait qu'elles seraient bien au niveau du calendrier. Donc je pense que là-dessus, au niveau de la planification des compétitions, on était quand même relativement alignés. Oui, ouais, je pense effectivement. Mais voilà, comme tu le dis, après, pour greffer la préparation sur la planification des courses, effectivement, il y a un échange avec le coach. Ouais. Et alors, une fois qu'on a planifié les compétitions, comment est-ce que vous planifiez la saison d'entraînement ? Comment est-ce que vous programmez la saison d'entraînement ? Alors là, c'est là qu'il y a toute la science et l'intelligence du coach et que c'est là qu'il a une plus-value forte, parce que moi, franchement, je marche énormément à la motivation liée à l'objectif. C'est-à-dire que si dans une saison de triathlon, tu me dis « Greg, entraîne-toi au maximum en triathlon, tu dois être fort en natation, tu dois être fort à vélo, puis tu dois être fort en course à pied », mais que tu me fixes aucun objectif de triathlon dans la saison, ma saison, elle va vers la catastrophe. Moi, je suis une personne qui a besoin d'un objectif à court terme ou à moyen terme pour trouver la motivation d'aller m'entraîner fort. Ça ne va pas complètement annihiler mon envie de faire du sport, de ne pas avoir d'objectif, mais je vais le faire en mode peinard, tranquille, je ne vais pas forcément me faire mal sur la piste. Donc, voilà. Mais ça, tu sais pourquoi, Greg ? Tu sais pourquoi ? Ça, on en a déjà parlé. Tu sais pourquoi ? C'est parce que tu n'es ni marié, ni avec des enfants. C'est pour ça. Sinon, chaque possibilité de sortir faire un entraînement serait un objectif, Greg. Oui, mais je te dis, ça m'empêche pas de sortir faire un entraînement. Mais par contre, me faire mal, comme des fois tu te fais sur des 10 x 400 mètres sur la piste en les faisant, tu finis, tu as l'impression que tu as cramé tes poumons. Voilà, c'est de se mettre dans cet appareil sans avoir un objectif précis et vraiment visible à moyen terme ou à court terme, pour moi, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça aussi que j'essaye de jalonner ma saison avec, comme je le disais
disais des objectifs A, donc des objectifs principaux. Alors, contrairement à ce que tu disais, moi, j'essaye d'en avoir 2, voire 3 dans une saison. Si on prend la planification idéale, donc qui a volé en éclats, hein, soyons d'accord, mais la planification idéale de ma saison 2020, j'avais prévu comme objectif A l'Ironman de Thun en Suisse le 12 juillet. Donc ça, c'était vraiment l'épreuve de la saison. Et puis, une autre course A en octobre sur l'île de Lanzarote, pas l'Ironman complet sur lequel j'ai déjà assez donné de ma personne, mais sur le Half Ironman pour essayer d'aller faire une belle performance sur ce Half qui est, on l'a déjà dit, hein, mais une distance qui me convient quand même un peu mieux que l'Ironman. Ouais, mais donc tu vois, ça... au final, quand tu regardes, tu avais un gros objectif. Alors, je parle en termes de volume d'entraînement, peut-être en termes de durée de l'épreuve. Après, ton autre course A, qui était le Half de Lanzarote, était peut-être un peu moins exigeant en termes de volume, pas en termes d'intensité, hein, entendons-nous bien, mais en termes de volume, c'était peut-être un peu moins exigeant. Et puis surtout, tu avais déjà le foncier, le passif de ton premier objectif, non ? Oui, ouais. Alors on va revenir juste sur la structure de l'entraînement tout à l'heure, mais juste pour la planification de la saison. Donc là, j'ai 2 courses A qui sont assez espacées dans le temps, enfin juillet, octobre, donc ça laisse un peu de marge de manœuvre entre deux. Et donc du coup, pour me motiver, et c'est ce que je te disais avant, moi j'ai aussi besoin de petits objectifs à court terme. Donc là, je rajoute des courses que j'appelle B, donc où j'aimerais réaliser une performance, mais en gardant en arrière-pensée et quand même en retenant peut-être un petit peu s'il faut, s'il y a une blessure, en tirant pas sur la machine, voire annuler en désespoir de cause. Et là, j'avais prévu une course le 12 juin, donc pile poil un mois avant l'Ironman de Thun, d'aller faire une course au Danemark, donc sur distance half, mais de challenge, parce que dans le calendrier, c'est vraiment celle qui se plaçait le mieux dans le calendrier, vraiment pile poil 4 semaines avant l'Ironman. Et puis ça, c'était une course B sur laquelle j'avais quand même quelques ambitions, mais en fonction de l'état d'entraînement ou dans lequel j'arrivais, ou s'il y avait un petit début de blessure, etc., je pouvais tout à fait revoir mes ambitions à la baisse. Et puis après, il y avait plusieurs courses C, c'est des courses locales, une épreuve de course à pied de 10 km, de 20 km. Il y a les 20 km de Lausanne, une course où tous les habitants de la région qui font un peu de course à pied se retrouvent, qui bien sûr cette année a été annulée, mais sur laquelle on aurait pu se retrouver. Et puis là aussi, hein, en fonction de l'envie, tu peux te dire, bon, je vais essayer de courir cette course à l'allure marathon Ironman. Et donc du coup, tu sacrifies un peu ta course, tu participes avec les autres, etc. Mais tu cours à une allure qui n'est pas celle de ton allure sur 20 kg. Mais par contre, ça te donne des petits objectifs quand même qui jalonnent la saison. Et moi, j'ai besoin de ça, d'avoir de la visibilité assez proche sur une échéance pour pouvoir planifier mes entraînements, de fractionner et puis aller vraiment me faire mal sur ce type d'entraînement, même si on n'a pas beaucoup forcément sur des épreuves de type Ironman. Bon, ça va, on est à 13 minutes. Nos auditeurs ont l'habitude de nous entendre, ouais, 3/4 d'heure, 1 heure. Il reste 23 lettres pour l'alphabet. Donc, tu nous fais les autres Non, j'ai des courses A, j'ai des courses B et j'ai des courses C. Donc, voilà un petit peu comment je planifie ma saison. C'est-à-dire que j'essaye de prendre un demi-cercle qui fait toute l'année, qui va de janvier à décembre, mettons, même si en décembre on a quand même rarement de la compétition, donc ça va plutôt jusqu'à octobre, novembre, les marathons de fin d'année, et puis là-dessus j'essaye de mettre les points rouges, c'est les courses A, les points bleus c'est les courses B, puis les points verts c'est les courses C, et puis après une fois que j'ai décidé un petit peu ce que je voulais, je mets ça là-dessus, et puis ce que je me rends compte souvent c'est qu'il y a un petit peu trop de points de couleur, donc après j'essaye de faire un petit peu le ménage, ou alors de me dire vraiment toutes les courses C je les vois comme des séances de 10 km, mais j'y vais parce qu'il y a des fois aussi dans la planification des courses que nous on aimerait faire, mais il y a des courses qui nous sont semi-imposées, c'est-à-dire que moi je suis dans un club de triathlon et tout d'un coup si le club décide mais cette année on va envoyer une délégation de 20 bonhommes à l'Ironman ou Alpha Ironman de Vichy par exemple en France, qui était arrivé il y a quelques années, qui était annulé. Alors ouais, cette année oui, mais nous on y était allés, voilà, tu te dis si tous les copains vont sur celle-là, je vais pas forcément m'inscrire sur la course d'à côté, quoi. Donc tu revois un petit peu ta planification, et donc ça c'est ce que j'appelle aussi le calendrier semi-imposé.
Pour moi, cette année, c'était un petit peu Toon, même si j'étais clairement partant à l'idée de faire cette course, vu qu'on est plusieurs du club. D'ailleurs, les auditeurs le savent bien, parce qu'on a un petit échantillon de ces gens du club qui participent aussi à une série du podcast. Mais voilà, le fait que tout le monde au club ait dit c'est la première édition à Toon, on va tous s'inscrire, etc., forcément, ça m'a un petit peu forcé la main de choisir ça comme objectif principal. Ouais, c'est clair. Finalement, on est assez alignés, sauf que moi, en termes de préparation, comme je te disais, j'observe la règle des doubles. Donc, si dans l'année, je m'étais fixé de faire un Ironman, je me dis que je vais faire 2,73, donc 2 half en préparation, et puis peut-être 4 courtes distances, et puis quelques courses à pied. Alors évidemment, des fois on a des courses à pied qui sont à peu près de la même longueur qu'un 73 ou qu'un courte distance, qui vont à peu près valoir ces compétitions-là. Donc c'était un petit peu comme ça que je planifiais ma saison, avec la règle des doubles et en essayant d'observer 1 à 2 semaines, pas forcément de récup, mais 1 à 2 semaines sans compétition, de manière à ce que je puisse programmer les grosses séances d'entraînement sur les week-ends. Oui, mais quand on fait du triathlon, on n'a pas non plus une saison qui est infinie. En tout cas, ici en Suisse, la saison de triathlon, elle commence à la mi-juin et puis elle va se terminer à la mi-septembre. Donc ça laisse quand même peu de marge. Alors bien sûr qu'on peut se déplacer à l'étranger, aller faire des triathlons un peu avant ou un peu après, comme je disais en octobre aux îles Canaries, ça permet encore largement de faire du triathlon. Mais la fenêtre, elle est courte. Donc si tu veux faire 3-4 triathlons dans ta saison, c'est vrai que t'as vite des courses qui s'enchaînent quand même de week-end en week-end. Ouais, un week-end sur 2, on va dire. Un week-end sur 2, un week-end sur 3, en essayant de ne pas trop tirer sur la machine et que vraiment la course avec le pic de forme, ce soit à l'apogée de la préparation, c'est la course que toi tu mettais course A. Ouais. Alors, l'avantage de faire du longue distance, alors pour quelqu'un qui fait de l'Ironman, de mettre sa course Ironman assez tôt en début de saison, ou en tout cas avant ces courses de seconde partie de saison, c'est qu'ensuite, comme tu le disais avant, on peut capitaliser sur la forme, l'endurance, l'entraînement qu'on a accumulé pour cette compétition-là. Et tu me demandais comment est-ce que j'envisageais ensuite de planifier ma préparation qui vient se greffer sur le calendrier sur lequel il y a déjà mes courses A, mes courses B, etc. Là, cette année 2020, dans le principe, c'était assez simple. C'était de faire une préparation Ironman complète jusqu'au mois de juillet, d'arriver à l'Ironman de Thun avec la préparation qui se termine. Ça veut dire de faire le Half Ironman un mois avant dans un état de préparation Ironman incomplet, mais justement de pouvoir voir où j'en suis, peut-être pouvoir encore peaufiner 2-3 détails avec 2-3 séances spécifiques s'il y a des routines qui vont pas ou s'il y a des choses qui posent souci, ou de revoir légèrement une position en course à pied, etc. Mais en gros, c'est ça. Arriver au 12 juillet, de faire l'Ironman, puis ensuite de planifier une période de récupération et de régénération assez importante. Donc, en général, après un Ironman, il faut au moins, je pense, 1 mois pour remettre le truc un peu en marche. Donc, 12 juillet, on est au 12 août. Donc là, je continue à faire des petites sorties d'endurance, etc., mais pas forcément de retaper dans la machine. Puis à partir du 12 août jusqu'à fin septembre, pour la course qui est en octobre, là, c'est de faire une préparation qui est un peu plus dynamique, axée sur un petit peu plus courte distance pour essayer d'aller faire des temps un peu plus en intensité sur le half de fin de saison. Donc le calendrier était pas mal se situait pas mal avec ces 3 courses-là pour permettre ce genre de truc. Donc ça permettait une bonne récupération après l'Ironman, parce que moi il me faut un peu de temps pour remettre la machine en route. Il y en a qui reprennent genre 1 semaine et demie après, je sais pas comment ils font. Moi, j'y arrive pas. Et donc, ça me permettait d'avoir ces 3 semaines, 1 mois vraiment où je peux me concentrer sur la récupération, sur aller faire des séances de massage, faire des séances en endurance très très basse, peut-être ressortir un petit peu le VTT pour aller faire de la promenade sur des chemins pour régénérer tout ça. Et puis, ensuite, reprendre une préparation avec des séances plus courtes, mais un tout petit peu plus intensives pour essayer d'aller chercher une bonne performance sur la dernière de la saison. C'est vrai que ça, c'est le bon côté de pouvoir planifier un Ironman quand ton objectif, c'est un Ironman en début, milieu de saison. Le côté négatif de ça, le côté négatif, si on veut, c'est qu'il y en a qui préfèrent quand même monter en charge dans la saison, donc plutôt mettre en course
A' ou B+, des 73 qui jalonnent plutôt le début de la saison, et puis finir en apothéose avec un Ironman en fin d'année, pourquoi pas Hawaï, et puis après prendre une bonne grosse pause, peut-être jusque début décembre, et puis après décembre aller en roue libre et repartir sur une saison d'après. Avec cet inconvénient, entre guillemets, c'est que quand on observe le même schéma que toi, il faut être prêt dès le 1er janvier à se mettre en route pour la préparation si c'est un Ironman, parce que 6 mois, c'est jamais trop, même si je pense que tu as déjà un petit peu de bouteille. Mais d'un autre côté, si tu vises un Ironman en fin d'année, tu tapes aussi une belle prépa pendant les vacances d'été. Donc, chaque objectif a ses pendants, quoi. Oui, c'est sûr. Et puis après, on est aussi tributaire des conditions qu'on a au printemps ou au début de l'été. J'ai fait 2 fois l'Ironman de Lanzarote, qui est très tôt dans la saison pour quelqu'un qui habite en Suisse, à savoir plus proche de la fin mai. Les 2 fois, j'ai eu de la chance de pouvoir m'entraîner à peu près correctement à partir de début mars ici en Suisse. Alors bien sûr qu'on s'habille encore en long sur le vélo, on fait encore des séances sous la pluie, etc. Mais c'était des conditions où on pouvait sortir. Il y a des années où les conditions météo sont carrément exécrables et tu peux pas aller t'entraîner avant mi-mars, fin mars à cause des conditions météo. Donc il faut aussi un petit peu de chance à ce niveau-là. Ouais, du coup, on a bien parlé de la programmation des compétitions, de la préparation des entraînements. Si on rentrait un petit peu plus dans les détails, toi, sur une planification comme tu l'entends, c'est-à-dire Ironman en juillet et 73 en octobre, avec des courses qui jalonnent un petit peu cette préparation, comment est-ce que, plus spécifiquement, tu rentres dans ta préparation ? Là, c'est toujours la gestion un petit peu de l'athlète, éventuellement du coach, éventuellement de l'expérience qu'on a déjà, et puis de savoir un petit peu comment ça fonctionne. Moi, par exemple, je suis assez peu fan de faire les 2 semaines de tapering avant un Ironman parce que j'ai l'impression que ça me coupe dans mon élan plus que ce que ça me permet de régénérer. Donc, je vais baisser en intensité à ce moment-là, mais pas autant que certains autres triathlètes qui vont vraiment couper beaucoup plus fort l'entraînement dans les 2 dernières semaines. Moi, j'ai l'impression qu'il faut que je garde un petit peu de rythme. Alors, bien sûr que l'intensité va baisser, mais par contre, je vais continuer à m'entraîner quasiment jusqu'au jour J. Ça, c'est un détail. Mais c'est un détail que j'ai appris en essayant aussi de faire du tapering pendant 2 semaines avant une épreuve et puis de me ressentir un peu moins bien sur cette course-là que quand j'avais poursuivi avant. Et puis, pareil, pour les sorties longues, on va te dire que pour un marathon ou pour un Ironman, certains athlètes vont faire des sorties jusqu'à 35-38 km de course à pied. Et puis d'autres disent, moi, mes sorties maximum, c'est 25-27 km. Et ça, en fait... Tu pourras savoir laquelle des 2 solutions te convient le mieux que quand tu les auras essayées et puis que tu auras vu. Moi, je sais que des sorties au-delà de 30-32 km de course à pied, ça devient tellement destructeur pour moi que c'est contre-productif de le faire à l'entraînement. Parce qu'il va me falloir un tel temps pour récupérer, pour soigner les petits bobos, pour reprendre l'entraînement, que ce temps-là que je perds, je serai plus efficace à faire plusieurs sorties de 23 à 25 km, que ça va mieux augmenter mon endurance, ma résistance, etc. Et donc, du coup, ça, c'est aussi de l'expérience. Et puis, c'est de l'expérience que tu partages en tant qu'athlète, mais aussi si tu gardes à long terme le même coach, forcément, ça, c'est la meilleure combinaison possible. Ah ouais, c'est clair. Surtout, comme tu le dis, quand tu travailles avec quelqu'un qui commence à te connaître et qui, au bout d'un moment, te connaît mieux que lui-même, qui te connaît mieux que toi, tu ne te connais, c'est ça, ouais. C'est vraiment l'idéal pour avancer dans une préparation. Donc malheureusement, moi, j'ai pas de recette magique. Après, forcément, on trouve des plans d'entraînement qui vont nous amener à être prêts à une compétition. Et je parlais de ça dans les épisodes où on enregistrait avec les générations d'entraînement par algorithme ou etc. Moi, je pense quand même que se connaître et puis avoir un coach qui nous emmène, ce sera toujours plus performant. Mais il y a des gens qui veulent peut-être tenter le premier Ironman sans avoir un coach, ou des personnes qui veulent se lancer sur leur premier marathon, ou sur, même pas forcément le premier, mais sur un marathon sans avoir un coach. Alors là, il faut regarder un petit peu l'expérience qu'on a, prendre un plan d'entraînement qui semblerait nous convenir, mais ne pas hésiter à l'adapter par rapport à ce qu'on sait de soi-même. Alors justement, tu nous dis... par rapport à ce qu'on sait de soi-même, tu nous dis que tu apprends à force d'itération, tu apprends peut-être de tes erreurs. Est-ce que tu as déjà fait des erreurs dans ta préparation ? Est-ce qu'il y a déjà des préparations qui ont été totalement affreuses ?
Je pense pas qu'il y en a qui ont été complètement affreuses, complètement catastrophiques, mais forcément, oui, j'ai fait des erreurs. Il y a des courses sur lesquelles je suis arrivé cramé, où je me disais, oula, mais je suis complètement épuisé là. Aujourd'hui, c'est la compétition, mais moi j'ai juste envie de dormir ou de marcher tellement je suis fatigué. Il y a eu aussi des planifications de saison complètes qui ont été pour moi des résultats un petit peu aléatoires, voire même des fiascos quand j'ai voulu trop charger des saisons. Donc, c'est de ces choses-là qu'on apprend. Mais après, est-ce que ces erreurs sont évitables pour le sportif qui ne les a pas encore faites ? À mon avis, on ne peut pas répondre absolument oui, elles sont évitables. Je pense que oui, on peut donner des conseils, on peut dire éviter de faire les plus grosses erreurs, mais quelque chose qui aura marché pour moi ne marchera absolument pas, et sera une erreur pour un autre athlète, et jusqu'à ce qu'il l'ait essayé, il ne pourra pas forcément le savoir. Et on revient encore sur cet épisode qu'on a enregistré sur les algorithmes ou sur l'accompagnement dans un entraînement où finalement notre invité disait que la meilleure solution, c'est peut-être celle en laquelle l'athlète a confiance, celle en laquelle l'athlète croit. Mais dans tous les cas, il faut déjà se connaître soi-même pour savoir un petit peu vers quel type d'entraînement on va s'orienter. Et puis oui, tu l'as dit, apprendre de ses erreurs. Alors attends, on va faire un petit clap là. Tac. C'est un peu l'instant de vérité. Je crois que tu voulais en particulier nous parler d'une saison qui mettait un petit peu en exergue tout ça pour toi, des erreurs dans ta planification de saison. Ouais, alors peut-être juste avant de parler de la saison 2016 qui est la saison en question, le coût des sorties longues en course à pied pour préparer un marathon, moi je l'ai vécu, je crois que c'était en 2011 quand j'ai fait mon second marathon à Lausanne, et là on m'a clairement dit Greg, si tu prépares un marathon, franchement tes sorties de 25-27 km c'est un peu peu. Tu en as déjà fait un, tu as vu, à partir du kilomètre 30, c'est là que ça devient difficile, donc il faudra aller un peu au-delà, puis faire des sorties de 32-35 km. Puis j'ai dit, si ces gens-là, ils ont couru 7-8 marathons, et puis qu'ils me disent ça, pourquoi est-ce qu'ils me diraient ça comme ça ? Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis parti joyeusement autour de chez moi, en endurance basse, puis j'ai fait 37 km, je crois 3 semaines avant mon marathon. Donc 3 semaines, tu te dis, tu récupères. En fait... Il te faut 2 bonnes semaines pour laisser passer tout ce qui s'est accumulé pendant ces 37 bornes. Et puis, tu te dis, pendant ces 2 semaines, j'ai quasiment pas couru, en tout cas pas d'intensité, pas de sortie très très longue. Et c'est là que je me suis dit que, en fait, pour moi, c'était quand même mieux de pouvoir faire des sorties un petit peu plus courtes, mais quand même à chaque week-end faire une sortie longue. Ouais, mais tu l'as dit, tu as un job aussi à côté, tu as une vraie vie en dehors de ta vie de sportif. Donc effectivement, une recette qui marche pour un sportif plus ou moins pro ou un peu plus qu'amateur, qui a peut-être déjà 15 ans, 20 ans, 30 ans d'expérience et qui observe toujours le même schéma, et pour toi, ça ne marchera peut-être pas. Et c'est vrai que je voulais revenir sur ce que tu disais quand tu disais que les sorties longues, il faut plusieurs semaines pour les accumuler, pour les assimiler. Je pense que c'est d'autant plus vrai quand la sortie, elle ne se passe pas exactement comme tu l'entends. Moi, sur ma dernière préparation pour le marathon de Rotterdam, je pensais que en accumulant des sorties de 25, 30, 32 bornes, ça me préparerait bien. Enfin, je pensais en accord avec mon coach. Et finalement, quand ces dernières grosses sorties se sont mal passées, ça a un effet encore plus néfaste sur ta confiance en toi, sur les questions que tu vas te poser pendant la compétition. Et justement, pendant la compétition, ça a l'effet inverse que ça devrait avoir. C'est-à-dire que tu devrais dire, ok, j'ai déjà couru 32, 35, et puis j'ai déjà couru 10 marathons avant, il n'y a pas de problème. Et finalement, non, tu te remémores surtout quand tu commences à être dans le dur. Merde, j'en ai chié il y a 3 semaines, pourvu que ça ne me refasse pas la même. Ouais, c'est ça, j'étais dans le dur et pourtant c'était plus court. Donc effectivement, c'est un problème si ça devient une charge psychologique plus qu'un truc qui te booste ou qui te motive. Donc voilà. Mais pour en revenir donc à la saison 2016 que j'avais planifiée, c'est vrai que c'était une saison un peu particulière. Il y avait l'Ironman de Lanzarote en course A au mois de mai. Et puis là autour, j'ai construit une saison. Alors comme on disait avec les courses semi-imposées, c'est cette année-là qu'on avait fait Vichy avec mon club de triathlon. Donc il y a eu Vichy qui est venu se greffer aussi dans la deuxième partie de l'été. Et puis avant ça, on avait planifié le half de Aix en Provence pour préparer Lanzarote, puisque c'est un des rares en Europe continentale qui avait lieu avant le mois de mai.
avant la fin mai, quand il y avait l'Ironman de Lanzarote. Et puis, après, je me suis dit, bon, ben voilà, j'aurai de l'entraînement pour faire du half, pour faire de l'Ironman. Cette saison, je vais charger un petit peu, je vais aller faire des compétitions. Je vais profiter d'aller en Irlande au mois de juin, faire un half. Je vais profiter d'aller en Angleterre avec les copains du club, faire un half. Donc, au total, j'avais planifié 4 halfs et un Ironman cette année-là. Plus des petites courses à droite à gauche, plus les entraînements, plus le boulot, plus... Oui, parce qu'il y avait encore le triathlon de Lausanne en distance classique, et puis il y avait encore quelques courses à pied ici et là. Donc ouais, il y avait vraiment une belle saison planifiée avec plein d'objectifs. Le problème, c'est que je me suis rendu compte que cette saison qui avait été planifiée avec beaucoup de courses, notamment après l'Ironman, n'ont pas vraiment aidé à mon espèce de burn-out sportif que j'ai fait à Lanzarote. Et alors cette course, elle était incroyablement dure pour moi parce que je suis arrivé... préparé probablement comme jamais j'ai été préparé sur un départ d'Ironman. Je pense que là, la planification, on parlait des erreurs, mais là, je pense pas que j'en ai fait beaucoup. Je suis arrivé vraiment prêt, comme je voulais, sur la ligne de départ de cette course, que j'avais déjà fait 4 ans avant. Et puis, donc je pars. On a des conditions de la journée qui sont et de chaleur et de vent qui sont absolument épouvantables. Et puis, au final, je fais le même temps, je crois, à la minute près que 4 ans auparavant, quand j'étais 3 fois moins bien entraîné. Donc, déception quand même, énorme déception, puis surtout fatigue incroyablement profonde après cette course, usée par le vent, usée par la chaleur, usée par le fait que j'ai vraiment puisé les derniers grammes d'énergie dans mon corps. Et donc là, après la ligne d'arrivée, j'ai qu'une seule envie, c'est d'arrêter le triathlon pour très longtemps. Et le fait d'avoir planifié une saison aussi dense que ce que j'avais fait à ce moment-là, de savoir qu'il reste encore autant de courses et puis que tu les as annoncées sur les réseaux, sur ton site, qu'il y a plein de gens qui savent que tu es aligné sur ces courses, ça m'a en plus chargé psychologiquement de manière négative de savoir tout ça. Et donc ça a été une saison qui a été extrêmement difficile à partir de ce moment-là. J'ai quand même fait toutes les compètes que j'avais planifiées. Je les ai fait avec une facilité déconcertante. Je me dégoûtais presque moi-même. C'est-à-dire que sur le reste de la saison, je me suis quasiment plus entraîné. J'ai quasiment plus fait une seule séance d'entraînement. Mais comme j'avais des compétitions quasiment chaque semaine entre les courses locales, petites courses à pied, trucs, je faisais de la surcompensation de chaque course les unes après les autres. Et puis avec la charge que je m'étais mis sur Lanzarote, j'ai réussi à survoler cette saison avec des performances qui étaient... presque honteuse. C'est peut-être pas le bon conseil à donner à nos auditeurs. Alors, en gros, chargez la mule pendant les 6 premiers mois de l'année, puis après, allez-y en roue libre. Ouais, alors en fait, c'est comme ça que ça s'est passé, mais un peu par dépit. Mais c'est vrai que j'avais peu de motivation, et à ce moment-là, j'avais une coach qui me faisait mes programmes d'entraînement. Et après Lanzarote, je lui ai dit, là, il faut que je m'arrête vraiment longtemps. Et j'étais déjà inscrit au Challenge Half distance de Galway en Irlande. Et puis je lui ai dit, écoute, j'ai les billets d'avion, j'ai l'hébergement, tout qui est payé, mais j'y vais, mais je prends ni ma combinaison de natation, ni mon vélo, ni mes chaussures de course à pied. J'y vais pour visiter le Connemara et puis faire du tourisme en Irlande. J'y allais pour une dizaine de jours. Et puis elle m'a dit, elle m'a presque supplié, mais prends quand même ton vélo, prends quand même tes chaussures de course à pied, prends ta combinaison. Je t'oblige pas à aller faire la course, mais prends tout ce matériel, parce que si une fois sur place, tu vas regarder le village de machin et puis que tu as envie d'y aller, tu auras la frustration de ne pas avoir le matos. Et donc, un petit peu à contre-cœur, j'ai dit, bon, ok, je vais quand même emmener cette grosse valise vélo avec moi, machin, il faudra la mettre dans le coffre de la bagnole location, ce qui n'est pas gagné d'avance, enfin bref. Mais j'ai quand même pris ce matériel et puis je lui en serai jamais assez reconnaissant parce que je suis arrivé là-bas et j'ai vu le parcours dans ma voiture de loc autour de Galway. J'ai vu le parcours de course à pied. Et puis, je me suis dit, c'est vraiment une course sympa. Je vais y aller. Je vais faire ce compète, mais en mode zéro pression, en mode tourisme. Limite, je crois que c'est la seule course que j'ai fait avec mon appareil photo dans les poches arrière de mon maillot de cyclisme pour prendre moi-même les photos que j'allais mettre dans le compte-rendu de course, tu vois. Ça m'était jamais arrivé avant. Je crois que ça m'est jamais arrivé depuis, mais ce jour-là, j'ai fait ça. Et on est parti dans de l'eau qui faisait 13 degrés.
je me suis demandé, mais qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que je fous là le matin de la course? Il pleuvait pas, il faisait pas vraiment beau, il faisait vraiment le temps irlandais par excellence. En fait, il pleut pas, mais t'es mouillé. T'as 160% d'humidité. Voilà, donc course où je pense que 100% des triathlètes disent que c'est des conditions de merde ce jour-là. Ben moi, j'ai vraiment kiffé et j'ai fait la course quasi parfaite. Sur le vélo, je me suis amusé, mais j'ai quand même fait un temps assez acceptable. Et puis, je crois que j'ai réalisé mon meilleur semi-marathon sur distance half de toutes mes courses ce jour-là, parce que sur la course à pied, j'étais frais, parce que sur le vélo, je m'étais juste amusé. Et puis, je suis arrivé sur la course à pied, j'avais envie de courir, puis j'ai couru en moins d'1:40 mon semi-marathon. Et tu vois, je pense que c'est un petit peu la conclusion de cette comment on planifie, comment on s'organise, comment on arrive en forme sur notre compétition, etc. C'est vrai que d'aussi loin que je me souvienne, mes plus belles compétitions, c'était la même expérience que toi. C'est-à-dire, c'est des compétitions où tu arrives, tu te mets pas la pression. Éventuellement, une compétition club, avec des copains du club ou simplement avec des copains avec qui tu t'es dit, tiens, on va aller se faire une compétition, ça va être marrant, qu'on parle de course à pied, qu'on parle de natation, qu'on parle de triathlon. Et finalement, c'est souvent les courses sur lesquelles tu prends le plus de plaisir. Et alors que tu dis, mais merde, je me suis préparé pour telle grosse compétition, pour tel Ironman, pour tel IF, pour tel championnat de France, tel championnat du monde, j'en ai chié, j'ai tout mis, tout ce que je pouvais, et j'ai fait une course qui n'était pas à la hauteur de mes attentes, et là, j'y vais les mains dans les poches, limite, j'avais laissé le néo dans la voiture, et pourtant, c'était une course magnifique. Ouais. Et tu vois, ce que je trouve vraiment dommage avec le circuit Ironman et le circuit Challenge aussi, c'est que tu puisses pas t'inscrire à la dernière minute sur ces courses. En général, les courses sont complètes à l'avance, donc tu es quand même obligé de les planifier. Mais moi, j'aurais tendance à dire, si c'était pas le cas, inscrivez-vous à la dernière minute sur une course coup de cœur, quoi. Et puis faites-la en mode comme je l'ai faite là. Le problème, c'est que ça, on peut le faire avec des courses régionales ou des courses avec moins d'affluence, mais ces grandes compétitions et ces grands labels, tu dois t'inscrire plusieurs mois à l'avance si tu veux ta place au départ. Ouais, t'as peut-être une chance quand ils sortent des nouvelles courses, alors peut-être pas l'Ironman de Thun, parce que c'est l'ancien Ironman suisse, mais sur des nouveaux Ironman qui sont lancés ou des nouveaux challenges, t'as peut-être une chance de pouvoir t'inscrire encore au dernier moment. Oui, elles sont pas toutes complètes, mais... modulo le prix que tu payes 4 fois quand même plus cher. Mais... Oui, il y a ça aussi. Quand tu t'inscris une semaine avant, c'est toujours un prix d'inscription qui est assez prohibitif, quoi. Ouais. Et du coup, quand même, la question corollaire à tout ça, c'est comment est-ce qu'on se remet d'une saison... alors, on passera peut-être après sur la question d'une saison blanche comme celle qu'on est en train de vivre actuellement, mais comment est-ce qu'on se remet d'une saison où on s'est tapé un burn-out sportif ? Alors c'est vrai qu'une fois la dernière course terminée, j'ai rangé mes affaires triathlon avec grand plaisir quand même au mois de septembre, et puis j'ai plus entendu parler de triathlon pendant 1 année et demie. Donc j'ai continué à faire un petit peu de course à pied autour de chez moi pour me maintenir en forme, enfin un petit peu, j'ai quand même pris du poids, mais il y a aussi pas mal de choses annexes qui ont joué à ce niveau-là, notamment qu'en plus de mon boulot, j'ai repris des études en cours du soir pendant 1 année, donc ça m'a privé aussi de pas mal de temps libre pour faire du sport, donc c'était aussi un petit peu l'occasion de décrocher du triathlon, mais je pense que même si ça s'était pas arrivé, j'aurais fait une saison quasiment complète sans penser au triathlon. Ouais, alors si tu veux mon retour d'expérience, moi je dirais pas que j'ai fait un burn-out sportif, mais bon, j'en ai déjà parlé en introduction, on en a déjà parlé à plusieurs reprises dans les épisodes qu'on a fait, mais c'est vrai que 2009-2010 c'était des magnifiques saisons pour moi où je me suis préparé comme un dieu du stade pour aller m'aligner sur mon premier Ironman, où j'ai dû déclarer forfait 1 semaine avant en raison de mes problèmes de vue, et ça devenait beaucoup trop dangereux de continuer à faire du vélo et en plus de faire du vélo sur une compétition. Donc ce fait d'avoir déclaré forfait a fait que ça m'a un peu fait un effet de burn-out sportif. C'est-à-dire que t'es à 30, 35, 40 heures d'entraînement semaine effectif, et d'un seul coup tu passes à 0 parce que ton objectif il tombe à l'eau. Et puis finalement, t'as plus envie d'aller courir, t'as plus envie d'aller nager. Tu te dis, je vais faire une pause comme si je venais de faire mon objectif. Et puis d'une petite pause de 15 jours, 3 semaines, ça devient, tu t'empépérises. Et c'est une phase assez difficile, en plus de mes problèmes de santé, qui a duré quand même pendant presque 10 ans. Ouais. Ah ouais. Donc bien plus long que chez moi. Mais je comprends tout à fait aussi la déception qu'il peut y avoir après une course
Parce que moi, il y a eu les deux effets. Il y a eu l'effet donc du vide physique où j'ai mis toute mon énergie dans la course, mais aussi le fait que cette course, elle était ratée, entre guillemets, hein, à cause des conditions météo qu'il y a eu ce jour-là, puis que j'ai pas réalisé les performances que je voulais. Et puis forcément, ça frustre énormément, puis ça entame le moral probablement plus que ce que la course a entamé le physique. Alors moi, je voudrais quand même qu'on finisse sur une belle note parce que on a quelques milliers d'auditeurs qui nous écoutent très religieusement et maintenant toutes les semaines avec les hors-séries que tu nous proposes sur ta préparation. Est-ce que tu ne crois pas qu'on pourrait dire que quand on vit une phase comme ça avec une course qui ne s'est pas passée exactement ou même pas du tout comme on l'entendait, c'est pas aussi l'occasion de se dire écoute, là c'est raté, mais ça va être l'occasion de rebondir et de me rattraper sur la prochaine course, sur l'année prochaine, sur la prochaine saison, de mieux planifier tout ça? Bah oui, bien sûr. Il faut essayer de positiver, il faut essayer de rebondir, mais je pense que il faut aussi, on est des êtres humains et puis on marche aussi au mental et puis on le sait très bien et je pense que les phases de haut, de bas, elles sont inévitables. Maintenant, ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir des phases de bas qui durent trop longtemps ou qui vont trop profond. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est absolument pas anormal d'avoir des moments de doute, d'avoir des moments où on se pose la question de savoir si on est capable de faire les objectifs qu'on s'est fixés. Et ça, dans une préparation, ça fait partie pour moi de la préparation. Et je pense que ces moments-là, il faut pas essayer de les éviter, il faut les affronter parce que ça fait partie après du bagage qui va faire partie de nous et puis qui va nous rendre meilleurs pour la suite. Et donc je pense qu'aussi je m'attends à ce qu'après un Ironman, quel que soit le prochain que je fais, du coup je sais pas quand et où il sera, mais il y en aura un, je m'attends aussi peut-être à avoir un coup de mou comme j'ai peut-être eu, mais peut-être moins fort, peut-être différent, peut-être pas, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je m'y attends et c'est pas forcément quelque chose de négatif. Je pense que des courses comme ça entraîne beaucoup de choses de plus que le sport. Et puis, pour moi, ça marque souvent aussi la fin d'un parcours. Alors bien sûr que quand tu te planifies des courses après, que tu as déjà des objectifs après, comme je disais, ça peut être à double tranchant, mais ça peut aussi permettre de te dire, bon, ma saison elle n'est pas finie, j'ai d'autres objectifs, donc je vais continuer à m'entraîner. Mais quand tu as juste une grosse course comme ça, et puis qu'après il y a tout qui s'arrête, là il y a une espèce de aussi, mais quel est le sens de ma carrière sportive maintenant? Et j'ai constaté que ça avait fait ça à beaucoup des connaissances que j'ai qui sont allées à Hawaï. Parce qu'en fait, tu as l'Ironman ici, puis tout d'un coup, tu fais une bonne performance, puis tu te dis, je vais essayer de viser le slot pour me qualifier pour Hawaï. Donc, tu investis 3-4 saisons et tu vas chercher ça. Et tout d'un coup, tu as ce slot, tu vas à Hawaï une année, et là, tu fais Hawaï, et ça, c'est ton ultime rêve en triathlon. Et tu passes la ligne d'arrivée d'Hawaï. Et là, en fait, tout le monde que je connais qui est allé à Hawaï s'est dit, mais maintenant, c'est quoi la suite? et effectivement, je pense que ça doit se préparer avant. Est-ce que tu as envie de finir ta carrière sportive longue distance, ou en tout cas de faire de la performance sportive là? Et puis dans ce cas, c'est clair pour toi, et puis après, tu vas te lancer peut-être dans autre chose, ou tu vas te mettre dans le trail, ou de faire d'autres choses. Ou alors, est-ce qu'après, je veux revenir ici et encore me rebattre pour faire un meilleur temps ici à Hawaï? Et là, ça devient un objectif et tu te relances là-dedans. Mais si tu n'as pas planifié ça, je pense que ça peut être un contre-coup assez dur. Ouais. Moi, ça va. Tu vois, finalement, je me dis, et j'en parlais dans un podcast sur lequel j'ai été interviewé la semaine dernière, depuis que j'ai découvert le triathlon, à chaque fois, je me dis qu'un nombre rond, ce sera mon année de participation à Hawaï. Donc, quand j'ai découvert le triathlon à 16 ans, je me suis dit, ce sera 20, bon, finalement 25. Après 25, 30. Bon, de 30 à 40, j'ai presque arrêté pendant 10 ans. Maintenant, je me dis 40, bon, c'est mort, donc 45, et puis ou alors peut-être 50. Mais j'ai quand même en tête de faire autre chose. Je me suis toujours dit, une fois que j'aurai fait Hawaï, après, si j'y arrive, j'irai m'amuser sur d'autres compétitions type Embrun, parce que c'est vraiment une course mythique pour moi, j'aimerais aller m'y amuser, ou alors d'aller faire des ultra-trails, ce genre d'expérience, ou des grandes expéditions, de l'alpinisme, des choses comme ça. Donc, c'est bon, j'ai bien noté ton conseil, j'ai déjà mes objectifs pour après Hawaï si j'y vais. Si j'y vais pas, ça va être compliqué. Oui, alors effectivement. Donc pour toi, c'est bon, la situation elle est claire, donc c'est ça. Au moins, toi tu sais ce que tu feras après Hawaï. Exactement. Et, reste plus qu'à y aller. il reste plus qu'à y aller. Et c'est vrai qu'avec cette saison 2020 qui va être blanche pour beaucoup de monde, parce que finalement, on l'a déjà dit dans un épisode il y a 15 jours, mais déjà là, en ce moment,
restez chez vous, hein. mais en plus, une fois qu'on connaîtra le déconfinement, et je pense pas que ce sera un déconfinement comme ça du jour au lendemain où tout le monde va se mettre à sortir, en tout cas je l'espère pas, mais je pense que ce sera plutôt un déconfinement progressif, par région, par canton, par zone, on verra comment ça s'organisera. Je ne suis pas certain que même quand les compétitions vont commencer à reprendre, on aura les mêmes niveaux de compétition qu'avant. Et puis, je ne sais même pas s'il va y avoir des compétitions cette année au final, parce que là, tout est, en tout cas pour la Fédération internationale de triathlon, j'ai cru lire que tout était annulé jusqu'au 30 juin. Après, ils vont peut-être décaler les premières grosses courses de début de saison. Et encore, si elles ont lieu, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Bah écoute, moi ce que j'ai l'impression, c'est que les courses qui sont planifiées jusqu'à fin juillet n'auront pas lieu à la date initialement planifiée. Je sais que le groupe Ironman a de gros problèmes en ce moment à régler parce qu'ils ont des championnats du monde à Hawaï sur lesquels ils qualifient normalement énormément de monde sur la première partie de l'année. Ils ne peuvent pas faire Hawaï avec un tiers de l'effectif. Mais voilà, donc, ça va être mon année des 40 ans à Hawaï, alors il va y avoir de la place gratos là. Alors justement, qui va aller à Hawaï au mois d'octobre si tant est que Hawaï peut se tenir? Pareil pour les championnats du monde de half distance. Donc là, ils ont plein de problèmes. Il n'y a pas que les courses. Il y a plein de courses maintenant qui sont annoncées en septembre-octobre. Mais bon, tu pourras pas, si tu as planifié 4 courses dans ta saison, tu pourras pas faire 4 courses de ce gabarit-là. Sur 3 semaines. C'est clair. Puis je vois mal Hawaï remplir tous ces slots sur les quelques Ironman qu'il y aura en septembre, enfin à un mois de l'objectif, c'est pas possible. Non, et puis imagine que quand tu te qualifies à Hawaï, ensuite tu dois prévoir des billets d'avion, tu dois prévoir un hébergement. Si tu te qualifies 3 semaines avant la course, tu peux juste pas organiser toute la logistique, sans parler de ton travail, des vacances que tu dois prendre, etc. Donc je sais pas comment ils vont gérer ça, mais ils vont avoir des problématiques importantes à résoudre cette année. Ouais. Effectivement. Mais par contre, tu disais confinement dégressif, on en parlera lors de notre prochain podcast. On aura des invités qui vont nous parler de la meilleure stratégie pour une fois qu'on est déconfiné, ou en tout cas partiellement déconfiné, comment reprendre notre entraînement pour viser les objectifs qui pourront rester dans la saison. Et puis le faire au mieux et sans aller se cramer en se disant « Ouais, on est de nouveau libre, on va aller courir 32 bornes dans la forêt. » Voilà. Ouais, on en reparlera et puis on essaiera, comme d'habitude, d'alerter nos auditrices et auditeurs sur les meilleures stratégies selon nous. Et on l'a dit encore dans cet épisode-là aujourd'hui, toute stratégie n'est pas adaptable à tout le monde, mais dans les grandes lignes, en général, on n'est pas trop loin. Non, ça devrait marcher. Est-ce que tu voyais d'autres points à aborder pour aujourd'hui ou on peut clôturer là ? Non, moi je pense que j'ai fait part de toutes mes expériences et de toutes mes histoires que j'avais à raconter sur la planification de saison. Je pense que juste avant de se quitter, on va faire un appel habituel à nos auditeurs pour aller, à nos auditrices et auditeurs, pour aller faire un tour sur les plateformes de podcast avec lesquelles vous nous écoutez, pour nous laisser des notes et des revues 5 étoiles, évidemment, si on parle d'Apple, parce que en dessous, c'est très bien, mais franchement, soyez sympas, faites-nous remonter dans les rankings. Et d'ailleurs, notre dernier commentaire date un petit peu, c'était le 2 mars, et c'était notre ami Thomas qu'on avait reçu avec Bertrand Soulier pour parler du minimalisme dans la première saison, qui nous disait « Technique sportive de qualité et bonne humeur, un podcast génial pour s'améliorer et appréhender le sport sur sa partie technique, mais pas que, dont principalement ceux du triathlon, etc. etc. » En tout cas, très beau commentaire laissé par Thomas. Je te remercie Thomas. Et si vous voulez toutes et tous que l'on vous cite aussi comme ça, eh bien n'hésitez pas, vous savez ce que vous avez à faire. Vous allez sur Apple Podcast, vous nous laissez une revue, un commentaire et on se fera un plaisir de vous mettre en avant. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine de confinement en restant chez vous et de vous dire à la semaine prochaine. Bah oui, à la semaine prochaine avec un nouvel épisode d'autres thématiques qu'on va pouvoir traiter pour être prêt au moment où on va se relancer sur nos séances d'entraînement.